Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie, donc on va faire un tag. Vous l'avez vu, c'est le tag des princesses, je sais plus du tout où je l'ai vu, je sais plus. En fait j'ai un dossier sur mon ordinateur dans lequel je mets tous les tags que je veux faire avec des fichiers Word où il y a la liste des questions et tout et tout. Et maintenant j'essaye sur ce fichier Word de mettre la chaîne ou le nom de la personne qui a fait ce tag et sur laquelle que j'ai vu moi faire ce tag. Et le créateur ou la créatrice quand il est cité, tout ça, mais pour celui-ci je l'ai pas fait. Donc si je retrouve sur YouTube la personne que moi j'ai vu faire ce tag, je la mettrai en barre d'infos, sinon je suis désolée, voilà, sachez que c'est pas moi qui ai créé ce tag, mais je ne sais plus où je l'ai vu. Bref, le principe c'est on a une princesse, une question, et il faut trouver un livre. À chaque fois, il y a beaucoup de questions, donc on y va tout de suite, c'est parti. La première question c'est Blanche-Neige. Ah oui, je regarde par là-bas comme d'habitude parce que mon ordinateur est là-bas avec les questions. Voilà. Bref, donc la première c'est Blanche-Neige, ton classique favori. Et je pensais tricher dès la première question parce qu'en fait il y a deux classiques que j'aime vraiment énormément. Mais en vrai, si je m'écoute vraiment, mon classique préféré c'est Hamlet de Shakespeare. Donc là j'ai un livre avec Hamlet, Othello et Macbeth dedans parce que je n'ai pas d'édition unique, enfin toute seule de Hamlet avec que Hamlet. Je cherche une, je veux avoir un livre avec juste Hamlet dedans. Faut pas chercher, c'est comme ça. Mais pour l'instant, j'ai celui-ci. Mais Hamlet, enfin vraiment, j'ai adoré Hamlet. C'est mon classique préféré. J'ai pas lu non plus des dizaines et des centaines de classiques, hein, mais c'est quand même mon classique préféré. Sans surprise, c'est du théâtre parce que j'adore le théâtre. Et sans surprise, c'est du Shakespeare parce que j'adore Shakespeare. Voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent pas, n'ayez pas peur de Shakespeare. Vraiment, je sais que ça peut faire peur quand du théâtre de Shakespeare, c'est un auteur extrêmement classique, si on peut dire. Et, franchement, je peux comprendre que ça fait peur. Hein. Il y a des longues tirades, il y a beaucoup de citations qu'on connaît tous. Pour n'en citer qu'une, être ou ne pas être, c'est de Hamlet, par exemple. Mais franchement, ça se lit quand même facilement parce que c'est du théâtre. Ça reste un échange entre personnages. Il n'y a pas de longue description, il n'y a pas de passage extrêmement narratif comme c'est le cas dans des romans, alors que là c'est du théâtre, vous voyez. Bref, pour l'histoire de Hamlet, très rapidement, en gros, Hamlet est le prince du Danemark, je crois, son père meurt, son oncle prend sa place, enfin devient roi du coup, et il y a aussi toute une histoire avec la reine du Danemark par rapport à l'oncle, enfin bon bref, et Hamlet va voir apparaître le fantôme de son père qui lui explique comment il est mort et qui lui demande de le venger. Voilà pour l'histoire. Bon, comme la plupart des Shakespeare, c'est une tragédie, sinon c'est pas drôle. C'est aussi pour ça que j'aime ce livre, parce que en général, je pense que mon top 10 de tous mes livres préférés de tous les temps sont tous tristes. Voilà, c'est comme ça. Bref, question suivante. La deuxième princesse, c'est Cendrillon, un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Et là, comme à chaque fois qu'on a une question de ce type, je cite le même livre, la même saga, parce que c'est le cas. Et dans mon souvenir, c'est le seul livre et la seule saga qui m'a volé mon sommeil, et bien plus que ça d'ailleurs. Hunger Games, ici, le tome 1 de Suzanne Collins. Quand j'ai lu cette saga, je lisais en marchant, je lisais en mangeant, je ne dormais plus, je faisais que lire. En fait, soit ce livre m'a littéralement volé mon sommeil parce que toute la nuit je lisais, soit ce livre, à cause de ce livre, j'ai pas dormi parce que toute la nuit je devais travailler, je devais bosser mes cours parce qu'à l'époque j'étais en licence, je crois, et du coup, comme je passais mon temps à lire, je ne travaillais pas. Voilà, donc toutes les moments de pause que j'avais le midi, chaque heure, dans le tram, partout, je lisais partout. Voilà, je ne faisais que lire cette période-là, sauf que j'avais des obligations à côté, des travails à rendre, des devoirs à faire, enfin voilà, des trucs assez qui demandent beaucoup de temps quand t'es en licence, hein, t'as un peu de travail, tu vois. Et voilà, enfin, vraiment, cette saga, celui qui m'a le plus volé mon sommeil, je pense que c'est le tome 3 de la saga. Mais vraiment, enfin, voilà, c'est la saga qui m'a volé mon sommeil, ma vie, enfin bon, toute la période où j'ai lu cette saga, je vivais, je mangeais, je dormais, je marchais, je faisais tout pour cette saga. Voilà, donc voilà, je ne peux pas citer autre chose, c'est pas possible. Je vous fais pas l'affront de résumer de nouveau cette saga. En fait, je pense que les gens aujourd'hui qui n'ont pas lu Hunger Games, c'est parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça leur plaît pas, parce que ça les tente pas, donc c'est dommage pour vous, très clairement, vous passez à côté d'une des plus grandes sagas dystopiques vie adulte jamais écrites, mais bon, c'est comme ça. La troisième princesse, c'est Aurore, et il faut citer ma romance favorite. J'ai cru que ça allait être compliqué, mais en vrai, il y en a une qui m'est venue direct en tête, et bah du coup, je vais citer celle-ci. Donc c'est le tome 3 des Markenmen, donc Rome, écrit par Jack Ronover.
Globalement, j'ai adoré la saga des Markman, on va pas se mentir. Globalement, j'aime beaucoup Jack Ronover. Il y a beaucoup d'autres autrices et beaucoup d'autres romances que j'ai adoré. Mais Rome reste... voilà. En fait, c'est la première qui me vient en tête à chaque fois qu'on me parle de romance. C'est une romance que j'ai vraiment adorée. J'ai adoré les deux personnages principaux, aussi bien Rome que le personnage féminin. Je le dis pas au cas où il y a des gens qui n'aient pas lu ne serait-ce que le tome 1. Voilà, j'ai adoré cette histoire. C'est une des meilleures romances pour moi. C'est ma romance préférée. Je dis une des meilleures parce que peut-être un jour je lirai une romance encore mieux. Et en un sens, j'espère. Ça veut dire que voilà, il y a une romance qui va être encore mieux et que je vais encore plus aimer. Mais pour battre Jack Ronover de manière générale, faut y aller, en tout cas pour moi. Et pour battre Rome et la fille ici, ça va être compliqué. Mais c'est possible. Voilà, donc dans les Markman, globalement, on suit des hommes qui tiennent un salon de tatouage et des femmes qui vont et qui viennent et qui vont les rencontrer. Et à chaque fois, on a une romance. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'aime Jack Ronover, mais j'adore Jack Ronover et j'adore ses romances et j'adore ses personnages et j'adore tout. Voilà, c'est comme ça. Donc Rome. La quatrième princesse, c'est Ariel, un livre à propos de sacrifice et de la volonté de se battre pour ses rêves. Et là, j'ai un peu galéré en fait. Voilà, j'ai un peu galéré. Et puis, je me suis souvenue d'une certaine saga dystopique young adulte toujours, dans laquelle le personnage principal féminin, du coup, le personnage principal tout court, n'hésite pas à détruire sa vie pour ses principes. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je parle de Elia, la passeuse d'âme, ici le tome 1. De Marie Pareil, on suit une jeune fille qui a tout. On est dans une dystopie, mais à l'inverse de Hunger Games ou Divergente, par exemple, notre personnage principal fait partie de la plus haute caste de la société. Elle est privilégiée, elle a reçu une éducation, enfin vraiment, elle est riche, elle peut s'habiller, elle va les soirées, enfin elle a une vie privilégiée, tout simplement. Mais au début du livre, elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Alors qu'elle pourrait ne pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Tu es privilégié, bah, tu respectes les règles et tu continues à être privilégié. Voyez-vous? Mais non, elle n'a pas envie. Elle décide d'aider une personne alors qu'elle ne doit pas le faire, alors c'est illégal de le faire, vraiment. Mais elle le fait quand même. Et à partir de là, elle va se retrouver face à le fait qu'elle était privilégiée, comprendre que c'est pas normal, qu'il y a énormément d'inégalités, que tout ce qu'on lui a appris, c'était pas forcément la vérité. Mais tout ça part en fait, en gros, elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas l'aider. Son principe, c'est de l'aider. Enfin, un de ses principes qu'on lui a appris, c'est d'aider les gens. Et du coup, un peu son éducation va se retourner contre elle. Et à partir de là, elle va se battre pour atteindre son nouveau rêve, qui est d'obtenir une société égalitaire. Voilà. Franchement, c'est une saga que j'ai adorée. J'avais extrêmement peur quand j'ai commencé le tome 1, parce que Marie Vareille est plutôt une autrice de chick lit. C'est même pas des romances pour moi, c'est vraiment de la chick lit et à la limite du développement personnel, et c'est ce que j'aime pas. Mes voisins, de nouveau, crient dans le couloir. Je ne sais pas si vous les entendez. Bref. Je disais quoi? Bah voilà, je sais plus. Oui, donc elle écrit plutôt de la checklist et des romans que j'aime pas, en fait. Du coup, j'avais peur de lire celui-ci. Mais vraiment, on est dans une vraie bonne dystopie young adulte. Tous les codes y sont et c'est bien construit. Les personnages sont cool. Enfin, Elia est géniale. Donc voilà. Je vous conseille cette saga. Pour une fois, on a une saga, enfin, je crois que c'est la seule saga dystopique young adulte que j'ai lue et qui est écrite par une française. Donc c'est quand même bon. La cinquième princesse, c'est Belle. Et là, ils font un livre avec une héroïne intelligente et indépendante. Et je vais parler d'un livre dont je parle très peu souvent, mais je sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu dans la bibliothèque, je me suis dit, ah bah oui, celle-là. Voilà. Donc c'est Ten Tiny Breaths, le tome 1, ou Breath, je sais pas, bref, le tome 1, Respire de Kara Tucker. Ici on est sur une saga de romance, et dans ce livre-là on suit Casey. C'est une des romances les plus difficiles que j'ai eu à lire, vraiment. En fait, je l'ai lu il y a très 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 longtemps, je sais même pas, voilà, il n'y a même pas de post-it pour les livres. Ça doit faire presque 3 ans maintenant que quand je lis un livre, j'écris sur un post-it vite fait le résumé et ce que j'en ai pensé. Et celui-ci, je l'ai lu il y a tellement longtemps qu'il n'y a même pas de post-it. Donc ça fait 1000 ans que je l'ai lu. Bref, en fait, on est avec une jeune femme qui s'appelle Casey, qui est un petit peu... au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Au début du livre, elle prend sa petite sœur, Livy, et elles partent. Elles font une espèce de road trip à travers les États-Unis. Elles partent, elles prennent un bus, elles fuient quelque chose, elles quittent quelque chose, et tu sens bien qu'il s'est passé un truc... Genre, c'est pas... c'est pour me dire, c'est pas un truc d'ado, c'est pas le côté rebelle, adolescente, en mode j'en ai marre, je me casse. Tu sens qu'il y a vraiment un truc grave qui s'est passé, mais tu sais pas quoi. Et donc elles partent toutes les deux, elles vont emménager dans un espèce de taudis, un appart tout pourri parce qu'elles n'ont pas les moyens.
Et ça reste une romance, donc elle va rencontrer un homme, tout ça. Mais cette force qu'elle a et l'intelligence de se dire ok, je m'en vais, mais je prends ma soeur avec moi parce que si je la laisse là, ça va pas aller. Et le fait de se dire ok, je vais me débrouiller toute seule, j'ai trouvé ça vraiment ouf. Enfin, c'est une de mes héroïnes préférées. J'adore ici, donc voilà. Du coup, c'est une saga de romance que j'ai peu vue sur les chaînes Booktube, même sur les chaînes Booktube avec des personnes qui lisent beaucoup de romans. C'est une saga que j'ai très peu vue. Donc voilà, si vous la connaissez pas, c'est pas le genre de romance cul. Hein. Clairement, on est sur une romance assez, comment dire, assez lourde à lire avec des événements compliqués. Et ce que j'aime, c'est qu'en général, on a ce genre d'événement du côté du personnage masculin. C'est-à-dire qu'on a le personnage masculin un peu torturé avec un passif, blablabla. Et bah là, non. Là, c'est vraiment le personnage féminin. Et j'ai trouvé ça génial. Bref, je vous conseille cette saga et ce tome-là, si vous connaissez pas, c'est vraiment génial. La 6ème princesse, c'est Jasmine, et donc là c'est un livre dont le personnage se bat contre les conventions sociales de son monde. Et bah là en fait citer une dystopie c'est extrêmement facile, on est d'accord. Du coup je me suis dit que j'allais citer une dystopie un peu moins connue, parce qu'il me restait Divergente par exemple. Mais bon, on va citer une autre dystopie. Et donc j'ai choisi Enclave, donc le tome 1, toujours ici, de Anne Aguirre, je ne sais jamais. Et en fait ici on est dans un monde où les personnages vivent, enfin tout le monde vit sous terre parce qu'à la surface de la planète il s'est passé un truc horrible, enfin bref c'est totalement intoxiqué et donc le seul moyen de survivre pour les humains c'est d'aller sous terre. Et donc ils vivent dans des enclaves sous terre. En gros le personnage principal féminin soit fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, soit il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose qui est illégal et il est exilé et du coup elle le suit. Soit elle est exilée, soit elle suit quelqu'un qui est exilé. Et du coup elle va... c'est presque malgré elle qu'elle va aller à l'encontre de la société, de ce qu'on lui a appris depuis qu'elle est petite. Mais en gros, elle va essayer de voir s'il n'y a pas moyen de retourner à la surface. Parce que maintenant, ça suffit. On lui a appris depuis qu'elle est petite que c'était dangereux, qu'il fallait pas y aller, que blablabla. Mais en même temps, elle se retrouve, enfin elle est enfermée. Elle se retrouve exilée. Elle ne peut plus être dans une enclave en sécurité. Du coup, voilà, elle va aller à l'encontre. Déjà, enfin, de 1, elle va à l'encontre des règles et des lois parce que soit elle est exilée parce qu'elle a fait un truc de mal, soit elle sort d'elle-même parce qu'elle accompagne quelqu'un qui est exilé. Donc, déjà, elle va à l'encontre. Et plus on va avancer dans l'histoire, plus elle va aller à l'encontre de ce qu'on lui a appris depuis qu'elle était petite. Et voilà, c'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une de mes dystopies préférées. C'est pas une des dystopies que je cite le plus souvent parce que quand on parle de dystopie, j'ai plus tendance à aller vers Hunger Games ou Divergente. Les plus connus, je sais. Mais vraiment, c'est une saga que j'ai adorée. Je l'ai lue il y a un moment maintenant. Elle, par contre, elle a un post-it. Du coup, elle s'appelle Trèfle. Voilà, c'est marqué. C'est marqué. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très cool. La question 7, j'ai cru que j'allais devoir tricher et j'ai un peu galéré à trouver un livre puisque la question c'est... Donc la princesse c'est Pocahontas et la question c'est un livre dont la fin t'a bouleversé malgré ton a priori. Et en fait, j'ai eu du mal à trouver parce que si j'ai un mauvais a priori sur le livre, si j'ai un mauvais feeling avec le livre au début, vous le savez, j'abandonne ma lecture. Je ne vais pas au bout, je n'hésite pas à abandonner des livres. Donc c'est très rare que je sois surprise par la fin, puisque j'y vais pas en général. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je me suis souvenue de cette saga en particulier, de ce tome 1 en particulier, et de cette fin où je m'étais dit, mais il me faut absolument la suite, là, tout de suite, maintenant, je refuse d'attendre. Ça me fait ça très rarement en littérature. Avec les séries, ça va me le faire, mais en livre, ça me le fait rarement. Et pourtant, avec cette fin-là, genre, je l'ai encore en tête. Et quand je l'ai lu, il me fallait la suite, mais dans la minute, quoi. Alors que je crois que le livre n'était pas sorti. Pas de bol pour moi. Je parle des Chroniques Zombie, le tome 1, Le souffle de Midas de Alison Germain, aka Lily Bookin sur Booktube. En plus, elle habite dans ma région, et donc mon exemplaire est dédicacé. Je crois que c'est le seul livre que j'ai dédicacé dans ma bibliothèque. En fait, j'avais fait exprès, je vous raconte une histoire vite fait pour ceux que ça intéresse. J'avais fait exprès d'aller acheter ce livre dans le Cultura dans lequel je savais qu'elle travaillait, dans l'espoir qu'elle serait là ce jour-là, qu'elle travaillait ce jour-là en fait. Et c'était le cas. Du coup, elle m'a dédicacé son livre et c'était très cool. Vraiment, c'était une époque où on n'avait pas de masque et tout. Bref, j'ai adoré ce livre. Vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant. J'ai eu un peu de mal à m'adapter à l'écriture. Je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui, au tout début du livre, alors mais autant je me rappelle extrêmement bien de la fin, autant j'ai un peu de mal avec le début. Donc on va faire avec mes souvenirs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, au tout début, assiste à un événement très bizarre et
sans qu'elle s'en rende compte et sans qu'elle en ait conscience, on lui transmet le souffle de Midas. Et donc, du coup, elle se retrouve avec ça en elle, littéralement, et en mode, bah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et elle découvre tout un monde avec les Chroniques de Méride et tout un univers créé par l'autrice, du coup. Et vraiment, j'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré le tome 2. Je désespère un jour d'avoir le tome 3, je ne sais pas où elle en est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout ce tome 3, mais il faut le tome 3, enfin, je veux dire, à un moment donné... Bref, voilà, donc voilà, j'ai adoré ce tome 1. C'était vraiment, vraiment cool. La princesse numéro 8, c'est Mulan, et là il faut un livre au cœur de la guerre. Je vais parler d'un livre sur une guerre que je ne lis plus. Voilà, c'est un sujet en littérature que je n'arrive plus à lire, que je ne supporte plus de lire. J'en ai marre de relire encore et encore et encore et encore la même histoire, ça me fatigue. Mais ce livre-là, je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai beaucoup aimé, et du coup c'est l'un des rares livres dans la bibliothèque qui parle de guerre, parce que la guerre la plus écrite et la plus représentée en littérature, c'est la Seconde Guerre mondiale, et les autres guerres, c'est très rare qu'on en parle en littérature, c'est dommage d'ailleurs, mais bon, bref. Ici, je parle de La voleuse de livres de Markus Zusak. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu il y a vraiment très très longtemps. Est-ce qu'il y a un post-it ou pas? Je ne sais pas. Sur le post-it, il faudra peut-être que je mette la date. Bon, voilà, il n'y a pas de post-it, donc je l'ai lu vraiment il y a 1000 ans. Et on va suivre une petite orpheline en Allemagne nazie, dans des villes bombardées en fait. Je me rappelle d'une scène absolument immonde où la petite fille se balade dans une ville totalement détruite par les bombes et par les bombardements et tout et tout. Voilà, j'ai très très peu de souvenirs de cette histoire, mais elle m'a, enfin j'ai juste une impression globale de waouh, vraiment c'est waouh, voilà. En plus ça a été adapté en film. Bon, je viens de relire le résumé pour vous donner au moins une vague idée de quoi ça parle, parce que mes souvenirs sont extrêmement flous. Et ce livre est raconté du point de vue de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale, donc elle avait beaucoup de taf, la mort, si j'ose dire. Et elle va rencontrer plusieurs fois une petite fille qui s'appelle Liesel, et elle va, en fait, la mort va apprécier cette petite fille, donc ne va pas la tuer. Et donc cette petite fille, elle la surnomme la voleuse de livres, parce que donc il y a toute une répression pendant la Seconde Guerre mondiale, où les livres étaient interdits, beaucoup de livres étaient interdits pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc cette petite fille va régulièrement récupérer des livres sur le champ de bataille, dans les villes bombardées, et vraiment cette petite fille, on suit son histoire pendant la guerre, son quotidien, les juifs, pas les juifs, tout ça. Vraiment c'est un livre que j'ai adoré, je pense que en fait, de l'avoir entre les mains, ça me donne envie de le relire, parce que j'ai un sentiment global de j'ai adoré ce livre-là, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait de l'histoire. Voilà, mais en même temps, comme il est sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai peur de le relire parce que c'est un sujet qui m'agace en littérature. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bref, il y a un film. Du coup, si vous n'êtes pas trop tenté par ce livre qui fait quand même 500 pages, combien de pages j'ai fait 550 pages, vous pouvez regarder le film. La 9e question, je suis pas certaine d'avoir bien compris le truc, mais je vais vous dire ce que j'ai compris et du coup quelle héroïne j'ai choisi. Du coup la princesse c'est Tiana, et il faut un livre avec un héros, une héroïne, self-man, self-woman. Alors self-man, self-woman, d'après ce que j'ai compris, c'est un héros ou une héroïne qui s'est construit tout seul ou toute seule. En tout cas c'est comme ça que je l'ai traduit, c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être c'est pas ça du tout, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi le livre et l'héroïne. Et ici je parle de Charlotte Davidson, donc le tome 1 comme d'hab. Le premier tome sur la droite, c'est ça, de Darren Jones. Voilà, enfin pour moi, Charlotte Davidson c'est l'archétype même, enfin l'exemple même de l'héroïne qui s'est construite toute seule, très rapidement pour l'histoire. Donc Charlotte, depuis qu'elle est petite, voit les fantômes. Elle parle aux fantômes, elle voit les fantômes. Et du coup, tout le monde la prend pour une folle, elle se met à parler toute seule. Enfin, quand elle était au lycée, elle parlait toute seule dans les couloirs, les gens la prenaient pour une tarée. Son père est flic, et du coup, quand elle a grandi, et très rapidement, enfin assez rapidement, elle s'est mise à l'aider dans les enquêtes. Elle a une agence de détective privé, parce qu'elle peut pas être flic, enfin elle peut pas être flic. Et donc du coup, comme elle peut parler directement aux fantômes, elle se débrouille toute seule pour résoudre les enquêtes. Personne ne l'a aidée parce que personne ne la croit, très peu de gens la croient, même si sa propre famille a mis du temps à croire ce qu'elle disait et ce qu'elle voyait. Et donc du coup voilà, elle s'est construite toute seule, et petit à petit elle aide les gens, parce que quand tu peux parler directement aux fantômes d'une personne, c'est plus facile de savoir ce qui lui est arrivé, comment elle est morte, où elle est enterrée, qui l'a tuée, enfin bon voilà. Donc du coup elle aide la police dans ses enquêtes, principalement son oncle, un petit peu son père, mais principalement son oncle.
Et il y a un personnage masculin qui débarque au milieu de tout ça, parce que ça reste, enfin c'est de la beat lit, donc on a une romance au milieu de tout ça, mais vraiment, Charlie c'est pour moi la définition même de l'héroïne qui s'est construite tout seul. Et comme d'habitude, au passage, je vous conseille cette saga, c'est génial. La 10e princesse, c'est Réponse, et là il faut un livre avec un artiste. Alors je triche un petit peu, j'aurais pu trouver un personnage fictif, mais j'avais la flemme de chercher un personnage fictif, et j'avais envie de reparler de cet artiste que j'aime beaucoup. Donc j'ai choisi Léonard de Vinci, vu par une ado de Cécile Alix. Voilà, c'est une biographie écrite un peu comme, en fait c'est un peu comme si une ado tenait une chaîne YouTube et faisait des mini vidéos sur YouTube qui parlent de Léonard de Vinci, qui raconte sa vie. Vraiment c'est une biographie, hein, donc voilà. Et vraiment, enfin, j'adore Léonard de Vinci, donc il y a des illustrations, c'est pas que du texte. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, je m'en vite fait. Et voilà, donc on revient sur sa vie, comment il s'est construit, comment ça a été galère au début, parce que personne ne l'aimait, parce que personne ne l'appréciait, parce que personne ne croyait en lui, et comment d'un coup il a eu plein de contrats et plein de personnes importantes qui s'intéressaient à son travail et à ce qu'il faisait. Voilà, Léonard de Vinci est un personnage historique que j'aime beaucoup. Et voilà, du coup j'ai beaucoup aimé cette biographie. Pour les enfants ça doit être génial. Enfin, vraiment, si vous avez je sais pas, un enfant ou un adolescent, un collégien, peu importe son âge, qui a un exposé à faire ou quelque chose à faire sur l'art ou sur Léonard de Vinci, ben franchement ce livre ça peut être cool parce qu'il aura pas forcément l'impression de travailler parce que c'est extrêmement ludique, c'est vraiment très bien fait, très bien construit, et pourtant ça va lui apprendre plein de choses et ça peut l'aider pour un exposé ou un travail s'il a quelque chose à faire, ou même sans exposé à faire, c'est un bon moyen pour les enfants d'apprendre quelque chose sans se rendre compte qu'ils apprennent quelque chose. Vraiment c'est cool. Donc voilà, et puis j'adore Léonard de Vinci, j'ai trouvé ça très cool. Il y a d'autres personnages, il y a Molière, il y a Einstein dans cette collection aussi, il y en a d'autres. La 11e princesse, c'est Mérida, et là il faut un livre avec des relations conflictuelles parents-enfants. J'ai le livre parfait, mais je vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi, parce que sinon ça va vous spoiler, mais croyez-moi, la relation parent-enfant dans cette saga est extrêmement conflictuelle. Je parle ici de Ma raison de vivre, donc le tome 1 de Rebecca Donovan. Il y a 3 tomes en tout. Ici, on y suit Emma, c'est ça, qui est une lycéenne. Donc voilà, on l'a vu dans son quotidien. Elle va à l'école, tout ça, au lycée, tout ça. Elle va rencontrer Evan et elle va tomber amoureuse de Evan, mais il y a quelque chose qui se passe chez elle et qui est extrêmement secret, extrêmement douloureux pour elle, donc en rapport avec ses parents. Enfin, je crois que c'est son oncle et sa tante, mais en gros, c'est les personnes qui l'ont élevée, donc pour moi, c'est un peu ses parents. Donc il y a quelque chose qui se passe à la maison chez elle quand elle rentre chez elle, qui fait qu'elle n'est pas libre de faire tout ce qu'elle veut, elle n'est pas une adolescente normale, et donc elle s'empêche de tomber amoureuse d'Evan et elle essaye de convaincre Evan de ne pas tomber amoureux d'elle parce que leur relation est un peu vouée à l'échec vu ce qui se passe chez elle, c'est un peu compliqué. Vraiment c'est une trilogie que j'ai absolument adorée, enfin, franchement c'est génial, vraiment c'est rare que j'ai vu ce thème-là abordé comme ça, avec une adolescente. Enfin, vraiment c'était extrêmement bouleversant, j'ai adoré. Bref, je vais pas commencer à divaguer sur cette saga, surtout que je peux pas trop en dire sinon ça va vous spoiler, mais vraiment c'est une de mes sagas young adulte préférées, et ici on n'est pas sur une dystopie, on est sur du contemporain pur, et c'est génial. À la 12e question, on a 2 princesses, donc Anna et Elsa. Et là, il faut un livre avec une bonne relation entre frères et sœurs. Et j'ai galéré de ouf. Genre vraiment. Alors je me rappelle que sur certains livres, j'ai pu dire que j'ai aimé la relation qu'il y avait entre les 2 sœurs, ou les 2 frères, ou le frère et la sœur. Mais je suis incapable de les retrouver. Et puis ensuite, j'ai retrouvé ce livre-là dans lequel c'est écrit sur le titre. Donc pas plus mal, voyez-vous. Sœurs et amis. De 2e style. Ici, on suit 4 sœurs. Elles sont 4 sur la couverture et je crois vraiment qu'elles sont 4 dans le livre. Et en fait, il y a une des 4 qui va avoir un accident et qui va être handicapée d'une partie du corps humain. Et du coup, les 3 autres vont l'aider. On assiste vraiment à un soutien des 4 sœurs qui restent unies malgré l'accident qui est arrivé à une d'elles. Vraiment, elles sont là pour la soutenir, pour l'aider, pour l'encourager. Elles sont là à la fois pour l'aider quand elle en a besoin et aussi la laisser faire toute seule quand elle veut apprendre toute seule et quand elle veut devenir indépendante et être indépendante malgré l'accident et malgré l'handicap avec lequel elle va devoir vivre. Vraiment, ce livre au niveau sororité, du coup, c'est un des meilleurs que j'ai lu. Il est extrêmement abîmé parce que j'ai lu ça à une époque où je ne prenais absolument pas soin de mes livres. Personne n'est parfait. Mais voilà, franchement, c'est un de mes derniers styles préférés,
cohésion de famille et de sœurs. J'ai trouvé ça absolument génial. En plus, enfin, je le répète à chaque fois, du coup, mais moi j'ai 2 sœurs, donc voir des sœurs comme ça aussi soutenues et aussi proches les unes des autres, c'était juste génial. Vraiment, j'ai adoré. C'est du Daniel Steele et voilà. 13e question, la princesse c'est Vaiana et il faut un livre qui vous a fait voyager, enfin qui m'a fait voyager du coup. Là pareil, j'ai un peu galéré parce que je ne me rappelle pas vraiment des pays dans lesquels se passent les livres. Du coup je me suis dit que j'allais partir du côté fantastique fantasy, comme ça je suis sûre qu'il y a un voyage et c'est une saga que j'aime beaucoup. Et j'ai choisi Le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés de Alex Bell. Bah ici voilà, on est dans un univers où il y a de la neige et on part en expédition avec Stella à la découverte de terres jamais foulées par l'homme, de terres jamais découvertes par les hommes. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. En plus, il y a une petite part de féminisme parce que au début, les clubs sont réservés aux hommes et Stella dit bah non, moi j'ai envie d'y aller, donc tu te débrouilles comme tu veux, t'acceptes les filles et les femmes à partir de maintenant, s'il te plaît, merci. Voilà, bref, du coup on part en expédition avec Stella. Dans le tome 2 c'est pareil, on part dans une autre expédition, toujours avec Stella. Enfin voilà, vraiment, niveau dépaysement c'est cool. C'est plutôt à lire en hiver du coup si vous voulez coller à la saison, parce qu'on est quand même dans un univers plein de neige et plein de glace. Donc voilà, mais si vous voulez lire ça en plein mois de juillet, bah il n'y a pas de contre-indication, hein, c'est comme vous voulez. Bref, voilà, c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup. C'est très mignon, c'est très léger. Et en même temps, on aborde des thèmes assez sympas pour l'adolescence. Bon, pour la prochaine question, je pense que je vais me faire taper sur les doigts parce que je vais vous donner la question après, mais sachez que je vais citer une des héroïnes préférées du Booktube Game, donc voilà. Donc la princesse, c'est Gisèle, et là il faut un livre avec une héroïne cruche et énervante. Et là je me suis dit, pareil, ça va être compliqué parce que c'est forcément un livre que j'ai abandonné. Si je trouve une héroïne cruche et énervante, je ne peux pas lire le livre. Donc c'est forcément un livre que j'ai abandonné. Et je garde en mémoire plutôt les livres que j'ai aimés et que j'ai terminés que les livres que j'ai pas aimés et pas terminés. Vous voyez. Du coup, j'ai cherché, vraiment, j'ai été sur Booknote et j'ai pris les livres pas appréciés et j'ai farfouillé. Et quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, mais forcément, je pense que c'est l'héroïne la plus cruche que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Donc je peux citer que celle-ci. Je répète, c'est une héroïne extrêmement appréciée sur Booktube. Chacun son avis. Je suis désolée pour tous ceux qui aiment cette héroïne, mais moi je la déteste, vraiment. Je parle donc du tome 2 d'Esther Carmine, Belle de Gris, et donc de Tristabel. Vraiment, Tristabel, je peux pas. Enfin, pour moi, c'est la cruchitude incarnée. En fait, c'est tellement, elle est tellement cruche et tellement insupportable que j'arrive même pas à prendre ça en mode légèreté, haha, c'est drôle. Non, j'ai juste envie franchement, j'avais juste envie de lui éclater la tête et le nez contre le mur. Mais genre vraiment, j'en étais à un stade où je ne pouvais pas. Pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Je peux pas. Cette héroïne, elle est tellement cruche, elle est tellement superficielle en fait. Enfin, vraiment, elle a rien pour. Elle a rien. Je la trouve vraiment, vraiment cruche et vraiment nulle et vraiment pas du tout intéressante. À toutes les divines, j'avais envie de lui coller une baffe. Voilà, on en est à ce stade-là. Vraiment, c'est dommage hein, parce que j'avais adoré le tome 1 et j'aime beaucoup l'univers créé par l'auteur. Mais Tristabel, c'est pas possible. Hein. Vraiment, je comprends pas comment on peut l'aimer, quoi. Vraiment, En fait, il aurait fallu que j'arrive à passer outre tout ce que j'aime pas chez elle pour pouvoir en rire, mais j'y arrive pas. Vraiment, elle m'insupporte tellement que c'est pas possible en fait. Bref, donc voilà, Tristabel. La 15e question, je connais même pas la princesse, mais vu la question, c'est un peu normal que je la connaisse pas, du coup, vous allez voir. Donc la princesse, c'est Kida. Je vais me renseigner pour savoir dans quel dessin animé elle est et peut-être le regarder, parce que je sais pas qui c'est. Et donc, le livre qu'il faut, c'est un livre oublié que vous avez grave kiffé. Et du coup, là, bah, je parle d'un livre dont j'ai décidé de citer un livre que j'adore, un livre vraiment qui est extrêmement lié à ma vie, qui m'est extrêmement personnel pour le coup, et dont je parle pas souvent, parce que du coup c'est émotionnellement lourd pour moi, mais là j'avais envie d'en parler. Donc c'est Un jour de David Nichols, ça a été adapté en film avec Anne Hathaway, et vraiment cette histoire, j'ai adoré cette histoire, c'est tellement bouleversant. En fait c'est l'histoire de Dexter et... ça me fait très bizarre de dire ce nom. Bref, de Dexter et Emma, je crois qu'elle s'appelle Emma, c'est ça, Emma et Dexter, qui en fait, on les rencontre quand ils sont sur leur dernière année de lycée, je crois, ils sont diplômés et tout, et on va les suivre pendant des années et des années, et tous les 15 juillet, c'est ça, hein? Oui, tous les 15 juillet, ils vont se retrouver. Ils vont passer tous les 15 juillet ensemble tous les ans, et quasiment que le 15 juillet,
Et donc voilà, ils sont amis, ils vont grandir ensemble, ils vont... Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Mais à chaque fois, c'est vraiment que sur une journée par an. Et on l'explique comme ça. Et ben, bon, ça reste une romance, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment, j'ai adoré cette construction, j'ai adoré suivre ces personnages. Et la fin, mais mon dieu, mais la fin. En fait, j'avais vu le film avant de lire le livre. Ce qui fait que j'ai mis des semaines à terminer ce livre parce que je ne voulais pas lire cette fin. Cette fin est juste... c'est une des pires fins qu'on pouvait faire à ce livre-là. Mais vraiment, j'ai adoré ce livre. En fait, ça a fait écho à une de mes relations personnelles. Et du coup voilà, j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi avec ce livre. Je sais pas si j'aurai la force de le relire un jour, mais voilà, un jour, relire un jour, bref. Voilà. Il reste 2 questions, mais ça va aller très vite parce que j'ai pas choisi de livre pour ces 2 questions parce que je ne sais pas quoi répondre. La 16e, c'est Vanellope, pareil, il connaît pas cette princesse, et un livre qui a remis en question votre enfance. Je trouve cette question d'une violence. Il n'y a pas un seul livre qui a remis en question toute mon enfance. Je sais pas, c'est... Peut-être qu'il faudrait que je regarde le dessin animé pour comprendre la question, mais là, vraiment, j'ai pas de réponse. Je sais pas quoi répondre, donc j'ai pas pris le livre. Voilà. Et la dernière, la 17e, c'est Hellouni. Oui. Pareil, je connais pas cette dessin animé, il va falloir que je me renseigne parce que j'adore Disney, donc il va falloir que je regarde cette dessin animé, vraiment. Et c'est le livre maudit de ta wishlist. Bah, il n'y en a pas. Voilà, je ne vais pas trouver de livres que je galère à trouver, de livres que je galère à acheter, je ne sais pas. En général, quand au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, je ne trouve pas un livre d'occasion, je finis par l'acheter neuf ou par me le faire offrir si j'ai pas envie de mettre les 15, 20, 30 euros qu'il vaut. Mais voilà, il n'y a pas de livre maudit de ma wishlist, ça n'existe pas. D'habitude, si vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou à me dire que vous l'avez fait sur votre blog, sur votre chaîne. J'irai voir ça parce que j'adore regarder les gens répondre à des questions, c'est un peu ma passion dans la vie. Non, je déconne. Bref, mais voilà, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Si ça vous a donné envie de parler d'un livre en particulier, de conseiller un livre en particulier à moi ou à toutes les personnes qui pourront lire ce commentaire un jour, peut-être, je ne sais pas, n'hésitez pas. Bref, je commence à divaguer, donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.